Salut à tous, ça y est, on y est après une intersaison qui a environ duré 3 jours en ressenti. La saison NBA 2019-2020, elle est derrière nous. Il est grand temps de s'attaquer à la saison 2020-2021 donc qui s'annonce. Vous écoutez le podcast de Kebdo, c'est Adrien qui vous parle et comme je le disais, cette intersaison était très rapide, très particulière. Ça ne nous a pas empêché de vous offrir des podcasts et des surprises. D'ailleurs, n'hésitez pas à retrouver tout ça sur les plateformes de podcast et surtout sur YouTube si c'est pas déjà fait. Donc, nouvelle saison, nouvelle preview et nouveau format. Vous nous connaissez maintenant chez Duck Hebdo. Et avant de détailler le programme du jour et des prochains jours, eh bien, j'accueille mes deux acolytes du jour, en commençant par celui qui est donc de retour après moult péripéties, prêt à dégainer, mais aussi à défendre. C'est Madiane. Comment ça va, Madiane? Ah, ça va. Va falloir être bon des deux côtés du terrain ce soir. En effet. Et avec nous, la deuxième personne du jour, c'est celui dont le visage est au moins aussi charismatique que sa voix. C'est Ben. Comment ça va, Ben? Ça va très bien, Adrien. Et comme tu l'as dit, c'est assez étrange. La saison s'est terminée il y a moins de 2 mois. La draft, c'était hier. Là, on doit faire des previews. C'est vraiment ramassé. C'est éreintant. Vraiment. C'est vrai, ça va très très vite. Donc comme je le disais, nouveau format cette année. On a mobilisé tout notre service juridique chez Dunk Hebdo pour ces previews 2020-2021. On vous a donc confectionné une série de podcasts sous forme de jury. Alors pour ça, on va passer en revue les 30 équipes NBA avec un principe assez simple. Une question par franchise, un avocat de la défense, un avocat des parties civiles et un juge pour conclure. Alors forcément, on n'aura pas beaucoup de temps, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Et c'est parti, nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, c'est l'heure des previews pour la saison NBA 2020-2021. Je le disais donc, messieurs, on s'est posé une question par franchise. Du côté de l'ordre, on va suivre l'ordre alphabétique, comme ça on n'a pas de favoritisme. Et je vous propose de redéfinir une nouvelle fois les règles. Une question posée par le juge désigné. Ensuite, parole à la défense qui défendra l'équipe accusée. Et l'avocat des parties civiles tentera, lui, de mesurer un peu les attentes et l'optimisme des fans. Et enfin, la parole sera laissée au juge pour essayer de résumer tout ça. Est-ce qu'on est bon, messieurs? Très bon. On est bon, Adrien. Je vais commencer parce que Atlanta, tu n'es pas le juge, le président. Bref, hein. On a appelé le service juridique, mais on n'est toujours pas des experts du droit. On commence avec donc Atlanta. La question retenue, c'est celle-ci, la dernière chance de Travis Schlenk et Lloyd Pierce, donc la dernière chance du GM, Travis Schlenk, et du coach des Hawks, Lloyd Pierce. Eh ben, Madiane, c'est toi qui vas commencer, c'est toi l'avocat de la défense. Explique-nous pourquoi non, ce n'est pas la dernière chance de ce duo. Très bien. Tout d'abord, il faut voir les objectifs de la franchise et les objectifs du propriétaire. Tu es GM, c'est ton propriétaire qui va te virer. Eh ben, l'objectif du propriétaire, c'est de remplir la salle. Et cette salle, c'est la Philips Arena. Et la ville d'Atlanta a beau être très peuplée, la hype autour du basket ne se crée pas forcément. Même sous Budenholzer, il gagnait 60 victoires en saison régulière et personne dans la salle. Du coup, il a pris Trae Young à la draft. Il n'a pas pris Doncic, mais il a pris Trae Young. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la hype. Ça peut être un mauvais choix, mais il cherchait la hype. Et la hype, il l'a avec ce joueur, parce que c'est un joueur flashy, un joueur beau à regarder jouer, etc. Donc, il a créé une hype qui n'existait pas forcément, et des gens se sont mis à regarder cette équipe, alors qu'avant, on regardait pas forcément les Hawks. Donc, ils sont moins forts, mais ils sont regardés. Et c'est ce qu'il cherchait. Donc, pour moi, il a accompli son objectif. Son objectif était de rendre l'équipe regardable. Il a réussi. À côté de ça, il y a Pierce. Eh ben, finalement, il développe ses jeunes autour de l'héliocentisme de Trae Young. Ils sont responsabilisés. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Et franchement, l'an dernier, il n'aurait pas pu gagner plus de matchs. Il avait que des rookies et des sophomores. Ils sont beaucoup draftés. Et du coup, avec ces joueurs-là, tu peux pas gagner. Là, il a un peu plus. Il a un Capella, il a d'autres joueurs qui ont rejoint le roster, donc on va l'attendre un peu plus. Mais ça peut pas être sa dernière chance parce que il n'avait qu'une seule saison finalement pour gagner ses matchs. C'est celle-là. Donc s'il se foire cette année, peut-être qu'il aura une dernière chance la saison prochaine. Mais sa dernière chance ne peut pas être de facto cette année. Très bien. Alors, c'est pour ça qu'il faut nous regarder sur YouTube. Je prends des petites notes dans un petit carnet, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, je suis très attentif et je vais donc donner la parole à toi, Adrien. Pourquoi oui, en fait? Bah oui, c'est vraiment la dernière chance de ce duo. Parce que justement, la question, elle est tournée surtout autour du GM et du coach. Madiane a beaucoup concentré autour de Trae Young, de l'hype, de remplissage de la salle. C'est vrai que ce sont des facteurs importants. Mais cette intersaison, il s'est passé une autre chose très importante du côté d'Atlanta, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements. On a 8 départs, 9 arrivées, ce qui fait beaucoup de changements dans l'effectif. Et comme tu l'as bien cité, il y a notamment Clint Capella, mais pas seulement. Il y a eu beaucoup d'arrivées importantes, comme Bogdan Bogdanovic, comme Danilo Gallinari, comme des... Bon, un peu en dessous, mais il y a Rajon Rondo, il y a Solomon Hill.
En tout cas, tout un tas de joueurs expérimentés qui sont là et qui affichent du coup un objectif plus important, un objectif qui semble être celui de la qualification en play-off, de faire passer une étape à cette équipe des Hawks. Très bien, on a vu la hype, on a des jeunes joueurs. Maintenant, il faut passer l'étape supérieure au niveau sportif. Et il me semble assez clair que cette intersaison démontre que l'objectif, ce sera les playoffs, et que si on se retrouve avec une nouvelle fois Atlanta très bas, trop bas dans le classement, qui n'accroche même pas les play-in, ça sera très très dur pour Lloyd Pierce notamment, mais dans une moindre mesure Travis Schlenk, mais également de garder leur poste, parce que ce sera pas du tout une équation facile d'intégrer autant de gens dans une équipe qui est censée tourner autour de Trae Young. Trae Young qui doit quand même passer un cap, notamment défensif, qu'il faut arrêter d'être un trou noir si on veut pouvoir progresser et gagner plus de matchs. Donc voilà, pour moi, danger, notamment du côté de Lloyd Pierce. Il y a une attente de résultats très forte cette année du côté d'Atlanta. Tu as un droit de réponse, Madiane. Je pense que tu vas l'utiliser. Qu'est-ce que tu veux, comment tu veux réagir à ce qu'a pu dire Adrien? Mais moi, je souscris à ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs plus hauts cette année. Il n'y en a jamais eu finalement avant. Donc, virer un coach parce qu'il a fait tout ce que tu lui as demandé jusqu'à maintenant et parce que peut-être qu'ils vont se foirer un peu, et là, tu le virais, ce serait prendre une décision précipitée alors qu'il n'a finalement pas déçu jusqu'à maintenant. Il a fait ce qu'on lui a demandé et là, ce serait sa première incartade. On ne vire pas un coach à sa première incartade. Ça, on n'est pas pressé à Atlanta, c'est pas le but, clairement. Donc non, pour moi, même s'il y a une saison forcément peut-être décevante, enfin oui, il aura plein de choses en sa faveur, c'est-à-dire des changements de roster intempestifs, quelque chose de pas forcément équilibré, mais bon, ça, c'est à voir s'il arrive à trouver cet équilibre. Mais je pense que il pourra autant blâmer l'effectif que finalement que les objectifs matcheront pas avec l'effectif qu'il a eu. Mais est-ce qu'il pourra se faire virer? J'ai du mal à y croire. Adrien, puisque je suis un profond démocrate, après tout. Adrien, je te laisse la parole pour le dernier mot. Oui, j'ai pas envie qu'on s'étale trop longtemps non plus sur les Hawks, mais effectivement, tu l'as dit, on fera le bilan à la fin de la saison. Et pour moi, c'est possible avec cette nouvelle ambition que le front office se dise, alors ça prend en compte Travis Schlenk, mais que le propriétaire puisse se dire, si cette année, on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs sportifs avec ce qu'on a mis en place, peut-être qu'il nous faudra passer une étape supplémentaire et prendre un coach peut-être plus confirmé avec un nom plus ronflant. Donc attention pour Lloyd Pierce. Alors, on n'a pas déterminé si on devait donner des points de victoire ou je sais pas. Alors, pour être honnête, je vais être totalement honnête dans le processus, à plus pointer du côté de Madiane, mais en fait, là où j'ai pas été d'accord avec ce qu'a pu dire Madiane, c'est qu'en fait, l'année dernière, alors certes, il n'y avait pas des objectifs, mais ils ont gagné moins de matchs en termes de pourcentage en année 1 par rapport à l'année 2, alors que Trae Young était meilleur. Donc, je trouve quand même ils sont quand même sur un siège éjectable, surtout du côté de Lloyd Pierce, parce que rester 3 saisons NBA sans jamais faire les playoffs, c'est extrêmement difficile. Donc, je donne la moitié du point à Adrien, mais globalement, je suis assez d'accord avec Madiane. Je pense que surtout le GM aura du temps, mais je pense quand même qu'il y a une vraie déception sur l'année dernière parce qu'ils ne gagnent pas de match, en fait. C'est pour ça. Ben, c'est la conclusion pour Atlanta. On va enchaîner parce qu'on a beaucoup d'équipes à voir. Il y en a 30 en tout. Et la prochaine, par ordre alphabétique, c'est Boston. Et parole au juge, au président du jury, Madiane, c'est toi pour Boston. On va parler à un joueur qui n'a finalement pas joué tant de matchs que ça auprès des Celtics, Gordon Hayward. Est-ce que sa perte est sous-estimée ou non? Évidemment, on va commencer par la parole à la défense. Adrien, la perte de Gordon Hayward est-elle sous-estimée? De quoi? Non, ça va aller du côté de Boston. On est pour moi dans un mouvement logique par rapport à la construction de cet effectif de Boston sur les dernières années. Effectivement, merci Gordon Hayward pour tous ses services, mais il est grand temps de laisser totalement les clés du camion à tes jeunes ailiers qui sont Jason Tatum et Jaylen Brown, qui ont prouvé qu'ils continuaient à progresser d'année en année de manière plutôt linéaire. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils ne puissent pas continuer à progresser et donc remplir les cases que remplissait Gordon Hayward. Également, on sait que le rapport entre Hayward et son coach Brad Stevens ont pu parfois faire parler, au moins autour. On met ça de côté. Cette discussion-là n'aura plus lieu. Jaylen Brown et Jason Tatum ont les clés du camion. Donc, c'est à eux de prouver qu'ils peuvent franchir cette nouvelle étape. Et dans cette intersaison, on a aussi
rempli un souci qu'on avait à Boston, qu'on a pu voir notamment en playoff, c'était la profondeur à l'intérieur. On a récupéré Tristan Thompson notamment, qui va pouvoir compenser cette faiblesse-là. Donc je pense que la paire d'Hayward est compensée à l'aile par une progression à venir de Jaylen Brown et de Jason Tatum, et on remplit le plus gros problème de l'effectif à l'intérieur. Donc pas de souci du côté de Boston. Je vais prendre la parole. Merci, votre honneur. Très bien habillé d'ailleurs. Je tiens à remercier votre sens du look. Votre honneur. Alors, à se demander si mon ami Adrien, ici présent, a vécu la saison dernière ou s'il est resté bloqué à la saison d'avant. Parce que, en réalité, quand j'entends laisser les clés du camion à Jason Tatum, ça fait plus d'un an qu'il les a en réalité, les clés du camion. Et il le conduit assez bien, ce camion Celtics. Pareil pour Jaylen Brown, qui a connu une saison dernière plutôt convaincante. Et en réalité, la vraie question derrière, la perte sous-estimée, oui, elle est sous-estimée. Parce qu'en fait, il va falloir trouver de quoi compenser les matchs de Gordon Hayward. Parce que je tiens à rappeler, alors Gordon Hayward souvent blessé, etc. La saison d'avant, donc 2018-2019, il joue 72 matchs. Il en joue 52 la saison dernière. Alors certes, il est blessé, mais on parle pas d'un joueur qui est totalement absent des terrains. Gordon Hayward, pour les Celtics, c'était quoi? Une 4-5e option qui ajoutait de la profondeur à l'aile, parce que oui, Adrien a parlé de la profondeur au poste de pivot. Mais en l'occurrence, le vrai problème, c'est l'aile, parce que Jaylen Brown et Jason Tatum jouaient déjà, en réalité, beaucoup. Enfin, on est sur des joueurs qui ont joué, on est sur les 2 plus gros total de minutes l'année dernière pour les Celtics. Ils jouaient déjà beaucoup. La question, c'est derrière, on met qui? Il n'y a pas vraiment d'alternative côté Celtics. C'est quoi? C'est plus de Grant Williams. Alors certes, sa saison rookie a été bonne, il a eu des bonnes séquences en playoff, mais c'est assez faible. Derrière les jeunes des Celtics, Romeo Langford, on n'est pas sur le même poste. Catastrophique au shoot, il a le pire true shooting de l'équipe de G-League. Je ne parle pas des Celtics, je parle du main, de l'équipe de G-League. Derrière, on a toujours Robert Williams, l'éternel potentiel. Bref, on voit bien qu'on va demander encore plus de choses à l'aile à certains joueurs. Et moi, ça me fait très peur. Donc oui, cette perte, elle est sous-estimée parce qu'on va perdre du shoot. Très bon true shooting pour Gordon Hayward. On va perdre une solution à l'aile. Donc oui, c'est sous-estimé parce que une trade exception, cher fan des Celtics, ça ne joue pas au basket. Merci beaucoup. J'ai mon droit de réponse aussi, monsieur le juge? Tout à fait. Tu as ton droit de réponse. Eh bien, c'est très aimable. Alors, je voudrais dire que sur les minutes, il y a une autre arrivée dont on n'a pas encore parlé à Boston, qui est un joueur, certes, qui est un meneur de jeu, mais qui s'appelle Jeff Teague. Et à Boston, il y a un autre joueur très intéressant qui s'appelle Marcus Smart, qui peut, lui, est certes est assez petit et considéré comme un arrière, mais qui est largement capable de défendre sur certains 3 dans la ligue. Donc je pense que ces minutes-là, on pourra les voir avec Kemba Jeff Teague sur les postes 1 et 2, Marcus Smart sur le poste 3 pour le déresponsabiliser de la balle, parce que quand on a vu ses mauvais choix et qu'on pourra avoir une line-up un peu plus petite et un peu intéressante. Mais en effet, j'entends quand même cet argument sur la profondeur de l'effectif du côté de l'aile. Effectivement, il va falloir compter sur certains jeunes, mais j'ai totalement confiance en Brad Stevens pour régler ce souci-là. Je redonne la parole aux parties civiles. J'ai juste entendu Kemba Jeff Teague, je peux rien dire d'autre. J'ai entendu Kemba Jeff Teague. Alors, en tant que juge, malheureusement, Adrien, ta défense tenait la route. Et je trouve qu'à ce point-là, tu m'as perdu. Et je pense que ceux qui verront la vidéo sur YouTube ont vu ma tête d'un seul coup devenir très expressive à ce moment-là. Malheureusement, je pense que je donne le point à Ben et à sa partie civile. Il m'a plus convaincu sur son premier plaidoyer de base et la suite m'a pas convaincu. Très bien, je prends la défaite. J'ai fait ce que j'ai. Faut être honnête, Adrien, il n'a pas les plus faciles sur cet épisode-là. C'est pas les plus faciles, déjà de manière objective, puis en plus de manière subjective. On m'oblige, la casquette est visible sur YouTube. Défendre Boston, c'est pas ce que je préfère faire, hein, je tiens à le préciser. Mais j'ai quand même essayé. En tout cas, voilà, donc pour le cas des Celtics et de la paire de Gordon Hayward, la prochaine équipe dans la liste, c'est Brooklyn, et encore une équipe très intéressante, et cette fois-ci, je vais prendre le fauteuil de juge, donc je suis tranquille. Et parole à la défense avec Ben, avec une question très très simple. Est-ce que pour Brooklyn, le titre, ça va être un peu court ou non? Est-ce qu'ils peuvent y aller, Ben? Peut-être, sûrement. Ils vont sûrement faire. Alors, pourquoi les Nets pourquoi ça ne va pas être trop court pour les Nets? Alors les Nets, voilà, c'est un effectif riche, ça on peut pas le nier. Il y a les retours de Kevin Durant, de Kyrie Irving, et on se demande un peu comment ça va jouer tout ça. Alors,
concrètement, on sait pour Steve Nash, Mike D'Antoni et Jacques Vaughn, parce que clairement, on va être sur un petit triumvirat pour coacher cette équipe. L'objectif de la saison régulière, ça va être de trouver les bonnes solutions. Comment on va réussir à réintégrer Kevin Durant, etc. Donc moi, j'ai regardé en fait leur début de saison. Je me suis dit, ça va être très marquant pour voir, en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire au début. Alors, j'ai regardé ce début de saison, les gars. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu 20 matchs. J'en ai vu 3 contre les Hawks, 2 contre les Cavs, 2 contre les Grizzlies, une fois OKC, une fois Hornets, une fois Knicks. Ils jouent personne, en fait, au début de saison. Donc, le début de saison, alors, si, ils jouent 2 fois le Heat, une fois les Bucks, une fois les Nuggets et une fois les Sixers. Tous à domicile. Leur match le plus difficile de le début de la saison, c'est jouer les Celtics au TD Garden. Autant dire qu'après 20 matchs, ils seront, je l'espère, largement au-dessus des 50%. Et ça leur permettra de mettre tout le monde en place, et notamment Kevin Durant. Je sais ce qu'on va me dire. 39% des mecs qui se sont fait un tendon d'Achille ne reviennent jamais. La plupart doivent changer leur jeu, etc. Bien évidemment, je ne nie pas, et je serais heureux de voir Kevin Durant n'être que 90% du joueur qu'il était. Cependant, je ne pense pas qu'on ait besoin d'un Kevin Durant à 100% pour faire du bruit dans cette conférence Est. L'effectif est très dense, ils peuvent s'adapter à beaucoup de choses et surtout, cette densité d'effectifs va leur permettre pendant la saison de reposer des joueurs. Par exemple, face aux Hawks, je ne suis pas sûr que tu fasses jouer Kevin Durant sur les 3 matchs. Moi, mon objectif pour ces Nets, c'est juste d'arriver en playoff avec des certitudes sur quel 5 va pouvoir mettre en avant Steve Nash. Et ensuite, si j'ai la chance d'avoir un Kevin Durant, parce que ça, je ne le sais pas, mais mon adversaire ne le sait pas non plus, quel va être le haut niveau au retour de Kevin Durant, eh bien, tout simplement, eh bien, on pourrait espérer quelque chose du côté des Nets. Je salue l'habilité rhétorique de Ben qui essaye d'anticiper les arguments de son opposant. Madiane. Slim Shady est parmi nous. Il anticipe. Exactement. Madiane, qu'est-ce que tu vas réussir à contre-attaquer? Pourquoi on n'y croit pas à Brooklyn? Mais tout simplement parce que notre ami vient de le dire. Les Nets, pour gagner des matchs, ils ont besoin de jouer Cleveland, Détroit. On joue le titre. Pour moi, tu es censé être capable de battre n'importe quelle équipe. Pourquoi aurais-tu besoin de battre, d'avoir un calendrier facile pour gagner des matchs si tu viens jouer le titre? Pourquoi as-tu besoin? C'est justement parce que c'est trop court. À partir du moment où tu as besoin d'un calendrier simple pour commencer à gagner des matchs, c'est que c'est trop court. Il y a trop peu de certitudes. On ne sait pas comment cette équipe va jouer. On ne sait pas comment ils vont s'organiser. Et Kyrie Irving, sur les dernières saisons, est peut-être l'un des joueurs du DH20 qui a joué le moins de matchs. Il est tout le temps blessé. Tout le temps. Chaque année. Sa dernière saison complète, je ne sais même pas à quand elle remonte. Pareil, Kevin Durant. J'allais citer l'avis de Ben dans un podcast lorsque j'étais auditeur de Dunk Hebdo, qui lui-même avait fait la liste des joueurs qui avaient mangé une blessure au tendon d'Achille et qui lui-même avait dit qu'on ne pouvait pas revenir à 100%. Et là, il essaye de me vendre un Kevin Durant au niveau, par exemple, d'un LeBron James. Parce que c'est ça qu'il faut pour un titre. Il faut un Kevin Durant qui serait capable de tenir tête à des monstres pareils. C'est ça le titre. Le titre, c'est les alpha dogs de la ligue. Si Kevin Durant est ne serait-ce qu'au niveau de Giannis en termes de rendement pour son équipe, j'en serais très heureux. Et je suis même pas sûr que cela suffise pour une quête d'un titre parce que ça dépend de tellement de facteurs. Enfin, l'effectif n'est pas bon en l'état. C'est comme Miami en début de saison dernière. Ils ont trop de ball handlers pour un seul ballon. Ils ont besoin de joueurs qui complètent mieux les forces de l'effectif. Mais comme ils n'ont pas de certitude, ils n'ont pas encore initié des mouvements là-dessus. Donc pour moi, à date, l'effectif ne matche pas forcément avec l'effectif. Et si Brooklyn devait être un contender pour le titre, ce ne serait surtout pas sous cette forme-là, où je pense que des joueurs ne sont pas maximisés dans ce qu'ils peuvent apporter sur le terrain. Notamment, on peut penser à ceux qui avaient été responsabilisés l'an passé avec une balle, qui vont devoir rendre à Kyrie Irving et Kevin Durant. Les mots sont durs, tous les coups sont utilisés du côté de Madiane. On a vu, j'ai pu voir Benjamin écrire dans son petit carnet, hein, Ben, donc droit de réponse rapide quand même pour tous les arguments avancés par Madiane. Plusieurs choses. Alors, j'ai parlé du début de saison, c'est vrai, mais j'ai parlé du début de saison comme une mise en route. Bien évidemment que les Nets, en fin de saison, j'espère qu'ils seront capables de battre des grosses équipes. En l'occurrence, dès qu'il y a ce genre d'association, ça a été le cas pour les Clippers, pour d'autres équipes dans le passé, on est en droit d'espérer un calendrier plus simple pour mettre en place des choses.
Première chose. Ensuite, je n'ai jamais dit que KD reviendrait à 100%. J'ai dit, si on peut espérer un KD à 80%, on peut faire du bruit. Enfin, dernière chose, Madiane me dit qu'il y a trop de ball handlers et que Kyrie joue jamais. Du coup, s'il joue jamais, moi je suis Spencer Dinwiddie, je suis Caris LeVert, au moins je pourrais avoir le ballon. Les Américains font la différence entre les joueurs de 82 matchs et les joueurs de 16. Kyrie, c'est un joueur de 16 matchs, c'est un joueur de playoff. On va jouer la saison régulière avec Spencer Dinwiddie, et puis une fois que ça va se corser, voilà, Kyrie va revenir, tout simplement. Kyrie Irving, un petit mot, Madiane, rapide. Hein, mais joueur de 16 matchs, et oui, le switch on-off pour les playoffs qui a si bien marché avec les Boston Celtics lors de son passage. On l'a bien vu, Kyrie Irving, il a été pas ouf pendant la saison régulière. Il a visiblement step up pendant les playoffs. Non, ils se sont fait sortir. On me parle d'une saison, j'ai 4 saisons de niveau haut en playoff. Ensuite, on parle de jouer le titre. On parle de jouer le titre avec zéro certitude. Si tu considères que tu dois avoir besoin de Spencer Dinwiddie et de Caris LeVert à leur meilleur niveau pour jouer un titre, titulaire à la place de Kyrie Irving, votre honneur, c'est abusé là. c'est que ça commence à sentir mauvais. Malheureusement, jouer le titre, ça demande des certitudes. Il y a des certitudes très fortes, que ce soit du côté des Bucks, des Lakers, des Clippers. Moi, je pense que les Nets ne sont pas à ce niveau-là. Ils doivent encore changer des choses, s'ajuster, se mettre en route. Et ils ont bien besoin de cette vous parlez beaucoup, Maître Madiane, vous parlez beaucoup. Vous avez quand même la position la plus confortable. Soyons honnêtes sur ce côté-là, c'est beaucoup plus compliqué pour Ben. Donc effectivement, les arguments sont plus forts du côté de Madiane, mais ils sont plus forts par défaut. Mais je trouvais que Ben c'est pas trop mal défendu je dois sur l'histoire. Reconnaître l'habileté de mon confrère. Exactement. Donc voilà, on reconnaît l'habileté, mais on partait de très très loin quand même pour voir Brooklyn dans les candidats dès cette année. C'est quand même compliqué, il y a beaucoup de facteurs. Donc voilà, Madiane remporte quand même le point, mais il était aidé par la position de base. Ben, tu partais de trop loin sur celle-là, malgré les encouragements du jury. La suite, vu que Brooklyn... Bon, je pense que c'est réglé. La suite, c'est Charlotte. Et donc, cette fois-ci, le président, c'est toi, Madiane. Je te laisse parler. Charlotte. Une équipe qui a fait parler d'elle lors du dernier podcast où j'étais. Enfin, la deuxième partie du podcast lorsque je me suis permis de leur lancer un petit acte. La question est-ce vraiment une intersaison ratée? Pour cela, nous avons un avocat de la défense. Maître Adrien, c'est à vous. Eh bien, écoutez, la question est-ce une intersaison ratée? C'est tout d'abord quel était l'objectif de cette intersaison? À Charlotte, on est au début d'une nouvelle ère. On a fait table rase du passé. On a même coupé Nicolas Batum, c'est dire. Et on est plutôt en avance sur le calendrier, puisque l'année dernière, on a vu l'éclosion notamment d'un Devonte Graham qui n'était pas vraiment prévu. On a eu un très haut pic de draft. On a pu récupérer LaMelo Ball, qui est très très haut chez certains, pour ne pas citer Alan, chez nous, notre expert du scouting, qui lui pense que c'est une potentielle superstar capable de lead une équipe très très loin. Et donc, on va pouvoir l'associer avec tout ce beau monde, avec Devonte Graham, avec PJ Washington également, qui est très intéressant. Et certains vont émettre des doutes sur cette signature de Gordon Hayward, dont on a parlé du côté de Boston, et qui est donc arrivé chez Charlotte. La question, moi, comme je la pose, c'est la question de la temporalité de Charlotte. Du côté des Hornets, on n'est pas pressé. L'intersaison prochaine, qui intéresse beaucoup d'équipes pour différents noms dont on a parlé, notamment dans notre débat petit contre gros marché, c'était le dernier podcast, cette intersaison-là, elle n'intéresse pas Charlotte. Ils ne sont pas là pour jouer sportivement le haut du tableau dès l'année prochaine, ni même dans 2 ans. Ils ont le temps, ils ont beaucoup de jeunes, des contrats donc rookies, et ils ont le temps d'évaluer LaMelo Ball, de faire monter leur hype, comme on en parlait du côté des Hawks, à redevenir une franchise que les gens ont envie de voir jouer. Et donc, de ce point de vue-là, cette intersaison, elle est très bien. LaMelo arrive, on lui donne les clés, on lui file un Gordon Hayward qui élève le plancher, qui est un facilitateur, qui est un vétéran, qui va pouvoir l'aider aussi à mettre les choses en place du côté de Charlotte. Donc, tout va bien, on est à notre rythme, et cette intersaison s'inscrit totalement dans cette logique. Très bien. Maître Ben, avez-vous quelque chose à rétorquer à votre confrère? C'est le meilleur nom du monde. Maître Ben. Oui, parce qu'Adrien m'a parlé d'objectifs, mais sauf qu'en fait, tout du long, j'ai pas compris c'était quoi l'objectif. Dans 2-3 ans, d'accord. Dans 2-3 ans, on a Gordon Hayward à 30 millions, toujours dans le à plus de 30 millions d'ailleurs, parce que si on fait l'association avec Nicolas Batum, on est donc à 40 millions.
Ça déjà, je pourrais m'arrêter là en vrai. Je pourrais vraiment m'arrêter là si j'avais vraiment. Si Poursuivez j'étais quand vraiment même. Maître Adrien avait de très bons arguments. C'est vrai, il avait de très bons arguments. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec lui du côté de Charlotte, on visait pas 2021. Le truc, c'est déjà, on donne les clés à Lamelo. Je suis pas vraiment sûr en fait, parce que Gordon Hayward a ça de pervers dans son profil, hein, pas profil, c'est qu'en fait, il est trop fort pour qu'en fait, un rookie de 19 ans qui arrive du championnat australien, tout le talentueux qu'il soit, ait les clés de l'effectif. En soi, qu'on le veuille ou non, les clés de l'effectif, elles sont de facto à Gordon Hayward. Parce que, alors certes, les clés de l'effectif, ça veut pas dire juste porter le ballon. Lamelo Ball devra jouer avec un mec qui, quand il est bon, est très proche ou à l'est du niveau, peut s'approcher du niveau All-Star. Mon deuxième problème également, c'est qu'en fait, on va être bon dans 2-3 ans. Oui, comme je l'ai dit, dans 2-3 ans, on aura toujours Gordon Hayward. Faire monter le niveau des jeunes joueurs. On associe comment les jeunes joueurs et Gordon Hayward, en fait? Parce que au poste de pivot, on met PJ Washington en 5. Enfin, ça, c'est pas du tout viable. Donc, on va se retrouver avec un embouteillage à l'aile où on a nos jeunes joueurs. On va faire starter Cody Zeller et Bismack Biyombo. Enfin, bref, il n'y a pas de ligne, en fait. La ligne, c'est juste, on sera bon dans 2-3 ans. Bah, alors, pourquoi investir 30 millions dans un quasi All-Star? Je vois pas vraiment, en fait. Je vous avoue que c'est un dossier extrêmement difficile à défendre, votre honneur, parce que je vois aucune logique dans les actions du prévenu. Eh ben, Maître Adrien, voyez-vous une logique dans les actions du prévenu? Oui, oui, je reviens sur ce que je disais. Je pense que de toute façon, quand tu as un pick numéro 2 de draft qui est d'autant plus un meneur de jeu, il n'y a aucune raison que tu ne lui accordes pas sa confiance. Et je pense que quand Gordon Hayward signe à Charlotte, il est tout à fait conscient de là où on en est du projet des Hornets et qu'il vient justement prendre ce rôle de vétéran et de liant entre ses joueurs. Alors effectivement, le poste de pivot, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on va quand même tourner avec des minutes avec Cody Zeller ou des Bismack Biyombo. Alors c'est rien d'extraordinaire, on est bien d'accord, mais l'objectif n'est pas de gagner dès maintenant. D'ici 2-3 ans, si tout se passe bien, que Gordon Hayward prend son rôle, que Lamelo Ball progresse et atteint le niveau espéré, tu vas redevenir un peu attrayant de la même manière que les Atlanta et tu auras encore de la place puisque la majorité de tes joueurs sont en contrat rookie, même si Gordon Hayward coûte de l'argent. Et quelques années après, tu pourras enfin dire merci Gordon Hayward pour tes services, Lamelo est prêt, on est parti et ensuite on pourra construire autre chose. Je Oui. me demande s'ils ont pris Gordon Hayward ou Aimé Jacquet, en fait, parce que j'ai l'impression que on lui donne, en fait, c'est un formateur, Gordon Hayward. Muscle ton jeu, c'est que Robert. si on va être concret dans 2-3 ans, alors certes, Lamelo Ball sera toujours en contrat rookie, mais tous les autres, il y aura déjà la décision aura dû être prise pour la plupart des jeunes joueurs. On aura pu Donc, identifier qui va bien dans le système avec Lamelo, etc. Mais promis, j'arrête, monsieur le juge. non, mais je comprends. Je dis juste que, en fait, il y a des paradoxes en fait dans cette défense. C'est qu'en fait, si on veut pas être bon, pourquoi on donne 30 millions à un joueur? Pourquoi on n'assainit pas les finances quand ça fait 10 ans qu'on est notre propriétaire, c'est Michael Jordan, et que pendant 10 ans, on n'a rien fait de constructif? Eh ben, par rapport à ce cas très compliqué, moi je donne le point à Ben. Malheureusement, il a appuyé sur le défaut d'argumentation que j'avais relevé, qui était vrai, c'est quelle est la cohérence de tout ce qu'ils ont fait. Et la cohérence, je n'ai pas bien compris ce que cherchait à faire le prévenu, à payer Le la prévenu, dette carrément. money. Le contrat d'Hayward et la dead money de Batum, là, c'est tall pour moi. C'est criminel. Encore une fois, c'était pas la position la plus simple. J'ai essayé de partir sur la temporalité, Ouais, non, mais c'était effectivement, la dur. cohérence, la cohérence est ce qu'elle est, on va dire. Donc continuons. Après Charlotte, avec une équipe qui me tient à cœur, c'est Chicago. Donc évidemment, je vais essayer de ne pas prendre parti dans ma position de juge, même si forcément j'ai un peu un avis. Et la question qui a été retenue, c'est une question qui a été formulée, il me semble, par Tom. Et je l'aime bien, puisqu'il nous demande est-ce que Chicago ne serait pas l'équipe la plus sous-estimée à l'Est? Et la défense, pour Chicago, cette fois, elle est pour toi, Madiane. Je t'en prie. Pour moi, Chicago, on n'en parle pas. Et à partir de là, moi, je suis parti stricto sensu sur cette question. On me parle d'Atlanta, on me parle de pas mal d'équipes. Chicago, c'est vrai, n'a pas spécialement bougé. Et pourtant, moi, je trouve qu'ils ont fait l'un des mouvements les plus intelligents. Ils se sont achetés un coach. C'est vrai que ces dernières saisons, c'était pas forcément fameux. Et ben, pour moi, on les oublie. On n'en parle pas. Ils ont réglé leurs soucis de coaching. Ils ont un coach référencé, apte à développer l'équipe. Ils ont des joueurs
qui, au vu de leurs interviews, ont l'air de transparaître, d'avoir compris finalement ce qui pouvait être attendu d'eux. Je pense à Wendell Carter, où on se posait des questions autour de son positionnement, de ce qu'il devait travailler, etc. Je pense qu'il va vers la bonne direction de la NBA moderne. Moi, je pense que ils ont une stabilité, en fait, ils vont monter en régime. Là, ils ont rectifié en fait leur souci original d'avoir fait une erreur de casting en fait sur leur banc. Cette erreur est corrigée. Ils n'ont pas bougé. Pour moi, ils vont être clairement plus forts. Et ils n'étaient pas si loin que ça l'an dernier. Par moment, on voyait que ça pouvait être une bonne équipe, mais qu'il y avait quelqu'un qui les bridait. On a enlevé cette personne qui les bridait. Pour moi, avec un effectif qui ne change peu, des certitudes, des références, moi je pense que justement cette saison 2 peut être bien meilleure. On n'en parle pas, alors que pour moi, ils vont être bien meilleurs cette saison. Merci, Maître Madiane. Maître Ben, je vous ai vu faire la moue sur quelques arguments. Je vous en prie, c'est à vous. Je cite Chicago, on n'en parle pas. Je cite 3 secondes plus tard, ils ont fait aucun mouvement. Ben voilà, la réponse est dans la question, ils ont fait aucun mouvement. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. On parle d'Atlanta parce qu'ils ont bougé, Washington a ramené Russell Westbrook. Prenons un exemple d'une équipe qui, elle, est en playoff. Qui parle d'Orlando? On ne parle pas d'Orlando en ce moment. Pourquoi on ne parle pas d'Orlando? Parce qu'Orlando n'a pas fait de changement majeur. Par rapport à Chicago, non, c'est pas l'équipe la plus sous-estimée. Pourquoi? Quand je vois cette question, moi, j'ai toujours un réflexe. Je vais virtuellement à Vegas, je regarde les power rankings. Tout le monde met Chicago comme un candidat au play-in à l'heure actuelle. Ce qui, pour moi, est parfaitement dans la zone où se situe cette équipe. Alors, je veux bien qu'au niveau des coachs, récemment, du côté des Bulls, on n'ait pas été très inspiré. Après, aussi, et que c'est assez terrifiant de voir que certains jeunes joueurs des Bulls annoncent qu'ils vont enfin jouer la défense en drop en saison régulière. Ce qui te dit qu'ils jouaient quand même en 1970 avant. Mais après, il faut être aussi cohérent. Ces jeunes joueurs, il y a quand même beaucoup de questions. Zach LaVine entre dans l'avant-dernière année de son contrat, se pose toujours des questions. Est-ce que c'est la version finale de Zach LaVine? On ne sait pas. Lauri Markkanen, alors là, c'est la grosse question de cet effectif. Wendell Carter, Kobe White doivent progresser. Et globalement, ensuite, on est sur la dernière année de contrat d'Otto Porter qui se fait plus remarquer en dehors du terrain en ce moment. Thomas Satoransky, Tadeusz Young ne sont pas garantis l'année prochaine. C'est le même effectif que l'année d'avant. Donc non, elle n'est pas sous-estimée. On est juste sur une idée du côté du front office. On va voir ce qu'on a. On va voir ce qu'on a avec un vrai coach compétent. Mais cette équipe, elle n'est pas sous-estimée. Tout le monde les voit comme un potentiel candidat au play-in. On ne les met pas avec Cleveland et les Knicks. On dit juste, on attend de voir et il faut voir la confirmation des jeunes joueurs. Donc, on n'a pas parlé de cette équipe parce qu'elle a été sage. C'est bien. Et je rappelle quand même qu'on est sur une équipe qui fait 3 saisons de suite en dessous des 40%. Donc, calmons-nous. Très bien. Maître Madiane, est-ce que vous avez envie de répondre au manque d'enthousiasme de Maître Ben? Je trouve qu'il manque d'enthousiasme, mais moi je comprends. Mais finalement, on a parlé du cas d'une autre équipe, les Hawks, qui sont vus d'ores et déjà en playoff alors qu'ils n'ont pas gagné plus de 20 matchs, enfin si, quasiment 20 matchs la saison dernière, en tout cas pas beaucoup de matchs, clairement, pas énormément de matchs. Et alors qu'on a une équipe qui a rectifié ses problèmes, a joué la stabilité, fait des bonnes choses, personne ne loue ça. Personne ne dit que cette équipe, en fait, sur une bonne passe avec un Donovan qui, je pense, dans cette configuration-là, pourra donner la plénitude de son coaching. Pour moi, ils peuvent aller beaucoup plus haut. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Otto Porter, il s'est pas fait remarquer que sur le terrain. C'est normal, il n'a pas joué. Un top shooter comme ça qui ne joue pas, je trouve ça assez dommage pour cette équipe dans la NBA moderne. Et ben justement, là, ils ont leur stabilité, ils vont pouvoir développer, ils ont un bon coach. Bah, moi, le play-in, moi, je pense que si tu dois mettre de la hype, je la mettrais aussi sur les Bulls. Ce que fait tout le monde, en fait. Et Madiane parle de ses problèmes, il en note juste un, le coaching. Je vous laisse la parole. Adrien. Évidemment, je manque d'objectivité, je l'admets totalement. Puis Madiane a cité le mot magique qui s'appelle Wendell Carter. Mais j'entends, effectivement, je suis un peu sensible au argument de Madiane sur on ne parle pas assez des Bulls dans l'ensemble, mais peut-être que c'est en comparaison avec certaines autres équipes où on en parle trop. Voilà, c'est peut-être dans ce sens-là. Et c'est là où, du coup, l'argument de Ben s'entend aussi, effectivement.
si on regarde les previews des quelques gens qui parlent de Chicago, ils ne sont pas si bas que ça la plupart du temps. Même si, pour le coup, Maître Ben, vous avez dit on ne les met pas dans le même tiers, notamment que Cleveland, et c'est notre équipe ensuite, et ça ne m'arrange pas du tout. Donc voilà, je ne tranche pas sur Chicago. Genre, vous avez été tous les deux très bons, et on enchaîne sur Cleveland avec donc un désavantage. Donc merci Ben, c'est à toi. Alors, par rapport à Cleveland, je suis bien content d'avoir évité certaines équipes. Alors, la question retenue pour Cleveland, peuvent-ils éviter un top 4 à la loterie et viser le play-in? On va donner la parole à la défense, malheureusement, au début. Adrien, pourquoi c'est pas possible? C'est compliqué. Ce n'est pas la position la plus simple que j'ai eu à défendre de Bavi, mais je pense quand même qu'il y a des raisons d'être optimiste du côté de Cleveland, puisque sur la durée de la saison précédente, on a pu commencer à voir s'installer notamment le duo Garland-Sexton. Il y avait beaucoup de doutes et finalement, c'est peut-être pas si mal. Et il y a du monde du côté de Cleveland sur le bas-court. On a beaucoup de jeunes joueurs très très jeunes, mais qui vont pouvoir s'installer petit à petit. On a drafté Isaac Okoro, qui a priori rentre. Alors après, voilà, je ne suis encore une fois pas un expert des jeunes joueurs. Je me fie à ce que nous a dit Alan, à ce qu'on a pu voir au niveau de la draft, mais en tout cas qui fit parfaitement dans les besoins de Cleveland, à savoir qu'il va amener du physique, de la défense, un jeu sans ballon. C'est exactement ce dont ils ont besoin. Et je rappelle qu'il y a encore des vétérans à Cleveland qui ne sont pas des mauvais joueurs de basket du tout. Et à l'Est, ça suffit à te faire gagner des matchs. Un Kevin Love, un André Drummond et dans une moindre mesure un Larry Nance Jr. sont quand même des joueurs confirmés en NBA qui peuvent te permettre de gagner plus de matchs que d'autres équipes telles que New York, pour ne pas en citer en dessous. Alors effectivement, ce ne sera pas gagné. C'est vraiment dur, mais il faut viser le play-in maintenant du côté de Cleveland. On a les bases, on a quelques jeunes qu'on veut mettre en avant. Pour l'instant, le projet, il est celui-ci. Alors essayons d'en tirer le maximum et je pense que c'est possible de gagner plus de matchs, de finir à portée, en tout cas, des play-in à l'Est. J'ai vraiment envie de vous donner le point parce que vous avez quand même sorti Larry Nance comme vétéran sur lequel on peut compter. Madiane, maître Madiane, devrais-je dire, avocat des parties civiles, pourquoi vous allez défendre la facilité sur ce débat? Pourquoi Cleveland n'ira pas au play-in? Déjà, Cleveland, malheureusement, a des équipes, je trouve, hormis Détroit, plus fortes qu'elle dans sa division, notamment le futur 4-0 qui prendront face à Milwaukee, pas loin de 4-0 face à Chicago et très certainement 4-0 face à Indiana. Donc déjà, ça commence plutôt mal et contre Détroit, il faudra voir. Moi, à partir du moment où on cite Larry Nance Jr. comme un facteur positif dans ton équipe, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à gratter et que le fond est pas très bon. Et ben le fond, parlons-en. Darius Garland, il n'a pas réussi à s'adapter au jeu NBA. Il a des soucis physiques d'accès au cercle. Un joueur qui n'est pas capable de finir au cercle, ça va être très compliqué. Et c'est des soucis très inquiétants. Vraiment, je pèse mes mots, c'est très inquiétant. La compatibilité avec Sexton. Sexton qui fait péter un câble à certains joueurs de cette équipe en dormant avec le ballon. On a eu Kevin Love qui a pété un câble sur le terrain l'an dernier et on ose penser qu'il va se mettre à jouer à l'endroit. Non, Kevin Love, il veut se barrer loin, très loin de Cleveland. Et Drummond, on l'a bien vu avec Détroit, quand il n'y a rien à jouer, il ne sert pas à grand-chose et c'est pas un élévateur de plancher. Tu peux clairement perdre pas mal de matchs avec un Drummond qui va venir faire ses stats, clairement, mais qui vient pas aider l'équipe. Souvent, Drummond, il va faire ses stats au rebond, et quand tu regardes si l'équipe est bonne au rebond défensif ou offensif, tu te rends compte qu'elle est nulle. C'est aussi ça, André Drummond. Donc moi, je vois pas en fait. Qu'est-ce qu'ils ont de positif? Et Okoro, c'est peut-être le joueur de la draft où tout le monde savait au moment où ils l'ont pris, c'est un projet de développement. Il n'est pas NBA ready. Tout ce que j'ai vu sur Okoro de près ou de loin, et pourtant je ne suis pas beaucoup, mais le peu qu'on m'en a dit, c'était pas NBA ready. C'est un projet très intéressant dans le futur, etc. Mais c'est pas là pour gagner des matchs. Donc tu vas peut-être le faire jouer, mais il n'est pas NBA ready. Maître Adrien, votre réponse?
Honnêtement, j'ai pas grand-chose. J'aimerais pouvoir défendre plus Cleveland, mais là, vraiment, ce cas-là, pour moi, il est très T'imagines, compliqué. on est dans un vrai procès. J'aimerais le défendre, hein, mais Ah ouais, non, envoyez-le en non. prison. Non, mais j'aimerais beaucoup, mais là, c'est je sais tes matchs, j'admets ma défaite face à Maître Madiane. C'est compliqué à Cleveland. Je pense qu'il y a quand même des raisons d'espérer, mais peut-être pas pour cette saison. Même comme il dit, il y a un projet, il y a un début de projet. À voir ce qu'on va pouvoir faire des vétérans, notamment parce que Love Drummond, Larry Nance, ça peut avoir une valeur, lui, par contre, d'échange éventuellement pour la suite du projet, mais pour cette saison, c'est vrai que ça va être compliqué. Je Très n'ai plus bien. rien à dire. Je pense que ce débat est terminé. On pense juste, avant de redonner la parole à Maître, au juge Madiane pour la suite, on pense aux fans de Cleveland. Parfois, on a dû axer la conversation. Et là, en l'occurrence, pour les équipes en reconstruction, c'est un exercice difficile, en fait, parce que la question est difficile à axer. On repart du côté de Dallas et je te laisse la parole, Madiane. Oui, car je me suis posé une grande question après ce premier tour de playoff où les Mavericks ont brillé, mais se sont inclinés face aux Clippers. Ils ont perdu Porzingis et peuvent-ils compter sur un joueur qui n'a jamais fait de saison complète? Parole à la défense. Ben, on peut compter sur Kristaps Porzingis? Alors, je crois, cher votre honneur, que c'est parole à Adrien. Ah, En effet. encore un cas difficile, maître Adrien. Vous les collectionnez. Oui, écoutez, c'est une carrière qui m'attend et un exercice auquel je me prête volontiers. Alors, peut-on compter sur Kristaps Porzingis? C'est à peu près la formulation qui a été posée par vous, monsieur le juge. La question, c'est compter pourquoi? C'est compter pour continuer à progresser. Du côté de Dallas, c'est de viser. On a arrivé en playoff, on a commencé à faire des résultats, et maintenant, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin, de viser peut-être les demi, les finales de conférence. Pour aller plus loin, on verra d'ici peu. Porzingis est un joueur effectivement qui ne joue pas tous les matchs, mais qui quand il joue est très fort. On a vu son association avec Doncic fonctionne très bien, et Dallas a été une équipe qui faisait peur à tout le monde et qui a même fait peur sans lui. Et c'est là où je veux en venir. Effectivement, Porzingis, on va peut-être avoir besoin de le ménager, on va dire, et de faire attention à sa santé pour qu'il soit une nouvelle fois donc présent en playoff à la fin quand ça va compter. Parce on va pas avoir besoin de lui, on n'a pas besoin de compter sur lui. Je reprends l'argument de Maître Ben utilisé du côté des Nets. On va pas avoir besoin de lui pour se qualifier en playoff a priori, puisque Doncic est toujours là. Il va continuer a priori à progresser. Certains, j'ai lu à droite à gauche, certains le voyaient dans la course au MVP. On verra, mais en tout cas, Doncic continue son évolution extraordinaire. Et l'effectif de Dallas est suffisamment important, suffisamment dense pour compenser les matchs où Kristaps Porzingis ne sera pas là. On va récupérer Dwight Powell, qu'on n'a pas vu pendant la bulle, mais qui est un élément essentiel et qui s'allie très bien avec le skill set de Monsieur Doncic. On a donc aussi un Maxi Kleber, un Dorian Finney-Smith, on a récupéré Willie Collenstein, on a Boban Marjanovic. À l'intérieur, on a du monde. Sur les ailes, on a toujours Tim Hardaway Jr. évidemment. On a récupéré Josh Richardson. On a récupéré Wes Iwundu également. Il y a eu quelques changements. Il y a quelques pertes, notamment celle de Seth Curry, qui moi est un joueur que j'affectionne particulièrement. Mais je pense que cet effectif est plus complet cette année et pourra largement compenser les absences de Porzingis pour le ménager et pour le retrouver en pleine forme et en pleine possession de ses moyens pour les playoffs au moment où ça compte. Et à ce moment-là, oui, on peut compter sur Porzingis pour gagner des matchs. Ben, Je pensez des complétais mes arguments notes. Hein. de maître Adrien? Excusez-moi, je complétais mes notes pour répondre à un argument frontal de Maître Adrien. Ma comparaison avec les Nets, plusieurs grosses différences. D'abord, on joue dans la conférence Ouest. Hein, donc, Wes Iwundu, je cite l'ancien le transfuge du Magic. Wes Iwundu, c'est tout de suite plus difficile hein, quand on est du côté de la conférence Ouest. Là où les Mavericks, honnêtement, tout Luka Doncic qu'il est, tout top 10 NBA, on l'a déjà dit, un des 10 meilleurs joueurs de la ligue, on l'a dit, ils vont avoir besoin. Ils auront besoin de Porzingis à un moment s'ils veulent aller haut dans cette conférence, dans une saison qui sera probablement remplie. Deuxième différence, là où pour un Kevin Durant, on revient d'une grosse blessure qui, en théorie, va demander de l'adaptation, on revient d'un ménisque pour du côté de Kristaps Porzingis. Donc en soi, c'est une blessure qui il devrait être à quasi 100% dès le début, en fait. C'est une blessure dont on peut revenir plus facilement. Petite chose qui, selon moi, qu'il faut mettre en avant pour appuyer le fait qu'on ne peut pas compter sur Porzingis à l'heure actuelle. Kristaps Porzingis a eu un enchaînement de blessures. La plupart étaient sur la jambe gauche. Son ligament croisé, c'est jambe gauche. Toutes ces blessures du côté de New York, c'est jambe gauche. Son ménisque, c'est jambe droite.
Et il y a beaucoup de spécialistes qui commencent à mettre en avant le fait que il y a une compensation. Alors, j'ai pas fait médecine, je lis juste, et ça devient très inquiétant. Et le problème étant que ça m'a été dit, et je l'ai même avoué sur les Nets, si Kevin Durant ne revient pas à 80%, ils ont aucune chance. Ça, je l'ai dit. Les Mavericks, il leur faut un vrai Porzingis, en fait. Il leur faut un vrai Porzingis. Dwight Powell, qui en plus, ça on peut le noter, Porzingis joue mieux sans Dwight Powell. Bref, c'est bien en fait les joueurs autour de Luka Doncic. Mais pour vraiment peser dans cette NBA, il faut 2 joueurs. On dit 2 top 15 pour le titre. Allez, pour peser en playoff, 2 top 30, 2 top 25. Porzingis peut l'être, mais je ne peux pas compter sur lui. Très bien. Maître Adrien, avez-vous quelque chose à répondre? Oui, mais je pense que malgré la différence Est-Ouest notée par mon confrère, les Mavs sont assez forts et ils l'ont prouvé pour en tout cas se qualifier pour les playoffs à l'Ouest, même si Porzingis est ménagé, parce que oui, effectivement, il y a danger, mais on est très conscient, le staff de Dallas est très sérieux et là depuis longtemps est installé. Et je pense pas qu'ils vont forcer et qu'ils auront besoin de forcer des minutes sur Kristaps Porzingis par rapport à tout ce que j'ai évoqué précédemment. Je vais pas y revenir. Et au moment où on sera en playoff, là, on pourra jouer à 100%. Et pour moi, on pourra compter sur le joueur de basket Kristaps Porzingis. Et côté physique, il sera présent puisqu'il aura été ménagé grâce à l'ensemble de l'effectif, au coaching staff, à Luka Doncic, qui a prouvé que même sans Kristaps Porzingis, il faisait peur aux Clippers qu'on voyait tous comme des contenders. Donc voilà, pendant la saison, il n'y aura pas besoin de Kristaps Porzingis pour se qualifier à l'Ouest. J'avoue que c'est un art rhétorique incroyable de quand même dire on peut compter sur lui parce qu'en fait on n'aura peut-être pas besoin de lui. C'est vraiment c'est vraiment fort. Mais non, je pense juste qu'en fait c'est juste un joueur fragile. Il y avait une 538 avait sorti une stat, les big men, les plus de 7-footers, donc plus de 2-13, dans les lottery picks, ils ratent 25% de leur match. Porzingis est dans cette zone-là à peu près, voire plus. Donc, c'est difficile de compter sur lui, sachant qu'un ligament croisé, les spécialistes le disent, il faut 2 ans pour vraiment revenir. On est un peu plus d'1 an après, donc attendons la saison prochaine. Très bien. Eh ben, malheureusement, le quête est très difficile. Je suis obligé de donner le point à Ben. On va Mais dire que les j'ai pris que les cas simples. Mais les arguments s'entendaient, Adrien, effectivement, je suis d'accord pour Dallas, mais ils ne peuvent pas compter du coup sur Kristaps Porzingis, le serpent se mordait la queue. On a essayé de tourner un petit peu la question à notre avantage. Mais belle défense. Merci. Cette fois, je vais reprendre le fauteuil de juge, donc je vais être un peu plus tranquille. Et justement, la défense, elle va être pour toi. Madiane, on enchaîne avec les Denver Nuggets. Et la question, elle est très simple. C'est vont-ils se remettre des pertes de l'intersaison? Et donc, dans cette intersaison, on cite notamment Jeremy Grant, Mason Plumlee. Certains voudraient peut-être citer Torrey Craig, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu des pertes cette saison à Denver. Est-ce qu'on va pouvoir s'en remettre, Maître Madiane? Alors, je ne ferai pas l'affront et je laisserai Ben s'occuper du cas d'un joueur que j'apprécie énormément. Je ne prendrai même pas la peine de mettre ce joueur en avant. Je le laisserai essayer de dire pourquoi ce n'est pas un si bon joueur que ça. Mais moi, j'aimerais parler un peu du nouveau rôle de Jamal Murray. C'est peut-être finalement ce qui pourra leur permettre de passer une nouvelle étape en fait dans ce projet qui est clairement un projet de devenir à terme un vrai contender dans cette conférence Ouest, c'est de se dire on va maintenant jouer comme en playoff, c'est-à-dire redonner les cartes du jeu à Jamal Murray un peu plus et moins les donner à Nikola Jokic. C'est-à-dire que le plafond de cette équipe, finalement, c'était pas de se dire mon meilleur joueur c'est Nikola Jokic. S'ils veulent atteindre un plafond encore plus haut, ils doivent se dire maintenant mon meilleur joueur c'est Jamal Murray, je dois compter sur Jamal Murray. Jamal Murray nous a sorti des performances ahurissantes lors de ces playoffs, clairement ahurissantes, et il va falloir capitaliser là-dessus. Et moi, j'ai surtout l'impression pour un Jeremy Grant, c'est un joueur utile. Je ne dirais jamais le contraire. Mais ce n'est pas le joueur indispensable. Ce n'est pas lui qui a fait que l'équipe est devenue aussi forte que ça au fur et à mesure des saisons. Ce n'est pas lui qui a fait que les Nuggets ont fini second de la conférence Ouest plusieurs saisons de suite. C'est un joueur remplaçable. Il ne faut pas se mettre à surévaluer la valeur d'un joueur. Bismack Biyombo, il n'était pas valuable au Toronto Raptors. C'est pas les joueurs importants. Lorsque des joueurs en fait explosent comme ça et se montrent à nous pendant les phases de playoff,
il faut regarder, est-ce que l'équipe est vraiment construite autour d'eux? Est-ce qu'on compte vraiment sur eux? Pour moi, leurs pertes de l'intersaison sont remplaçables parce qu'en fait, ils comptent pas sur eux spécialement et ils ont d'autres joueurs à mettre en avant. Je laisserai Ben parler de ces joueurs qui ne seraient pas si extraordinaires que ça. La parole est à vous, Maître Ben, même si Maître Madiane essaye d'anticiper vos propos. Je vous laisse répondre. Plusieurs choses. Alors, déjà, au fil des saisons pour Jeremy Grant, effectivement, il a joué qu'un an à Denver. Donc, c'est effectivement difficile de s'imposer au fil des saisons. Pas indispensable. Non, il est... Alors, certes, au début de la saison, il n'était pas indispensable. Je me rappelle avoir fait le profil feu contenu de Dunk Hebdo sur Jeremy Grant. Il a connu un début de saison difficile. Par contre, me dire que Jeremy Grant n'est pas indispensable quand en playoff, il a défendu tous les meilleurs extérieurs, que Mike Malone en est arrivé à... Ce n'est pas miroir, c'est en anglais, mais bref, à adapter ses minutes contre les Lakers à celles de LeBron James, venir me dire qu'ensuite il n'est pas indispensable, ensuite s'installer comme un vrai contender. Alors oui, je dis pas, c'est l'objectif de Denver. Alors, le problème d'un contender, c'est qu'il doit jouer des deux côtés du terrain. Et le problème actuel, c'est que capitaliser sur Jamal Murray, certes oui, mais capitaliser sur Jamal Murray qui sort des stats inhumaines, alors c'est-à-dire qu'on doit espérer que Jamal Murray sorte des stats totalement inhumaines sur l'intégralité d'une saison pour contrebalancer, c'est-à-dire limite être plus fort, des pertes de role-players extrêmement importants. Jeremy Grant, c'était un peu le joueur parfait pour cette équipe. Très peu d'usage, il était capable de shooter à 3 points, ça devenait une menace même si les défenses ne défendaient pas droit, et c'était un vrai renfort à l'aile. On compte sur qui à l'aile maintenant exactement en défense? Le reliquat de Paul Millsap, Michael Porter Jr. En fait, je trouve que cette équipe s'est largement affaiblie, et un peu à l'image de Boston, mais trop de pression sur ces très forts joueurs. Beaucoup trop de pression. Entre les meilleurs et les role-players un peu moins, il y a un vrai désert et on demande trop aux role-players un peu moins, de bout de banc, de faire des choses, tout simplement. Maître Madiane, vous avez beaucoup insisté sur les stars, on a entendu vos arguments. Vous êtes attaqué maintenant sur le reste de l'effectif. Qu'avez-vous à répondre? Pour moi, justement, qui peut défendre? Eh ben justement, il y a un joueur dont le coach ne cesse de lui dire, tu es très fort offensivement, mais il va falloir que tu défendes. Ce joueur, c'est Michael Porter Jr. Il est en couveuse. Il est en couveuse et ils l'ont pas trop impliqué sur la campagne de playoff. Ils l'ont un peu chouchouté, bichonné. Il a mis un tir décisif, certes, à un moment face aux Clippers, mais le but, c'était pas trop de le mettre en avant. Et justement, ils savent qu'il est très fort offensivement, mais ils savent qu'ils ont besoin de lui défensivement. Et pour moi, en fait, ils savent où ils vont. Justement, le cap, c'est justement de faire éclore ce joueur et de faire en sorte qu'il prenne sa place aux côtés de Jokic et de Murray. Murray doit prendre ses responsabilités. Attention, je ne lui demande pas de refaire 50, 45, 89 et des brouettes au tir. Clairement, ce serait irréaliste. Mais par contre, ça doit être le premier initiateur offensif parce que c'est un tireur qui a besoin de la gonfle et de prendre des tirs régulièrement pour chauffer. Et malheureusement, avant, il n'avait pas cette opportunité parce que c'était l'équipe de Jokic. Mais il a montré maintenant que ça pouvait être aussi son équipe. C'est ça que je lui demande. Je lui demande pas de sortir les mêmes stats. Je lui demande de prendre en compte le jeu. Donc pour moi, ils ont clairement gardé les armes. Grant a fait un passage très court. Merci, au revoir, c'était très sympa. Mais c'est pas lui qui a fait exploser leur plafond, clairement pas. Maître Ben, vous voulez rajouter un mot avant le verdict? Deux petits mots, ils n'ont pas pu compter, ils l'ont gardé en couveuse, ils n'ont pas essayé de le mettre en avant. Non, ils n'ont pas pu le mettre en avant. Quand Michael Porter est sur le terrain, c'est 129 de defensive rating et c'est les portes ouvertes du saloon. Non, on essaye de vous réécrire les trucs. Ils peuvent pas défendre en fait avec Michael Porter. Donc c'est là le problème. Donc, en fait, voilà, tout simplement. J'ai volontairement gardé le Michael Porter pour la fin. Ils peuvent pas défendre. Volontairement, ils mettent pas le Jokic Porter parce que c'est pas viable du tout en playoff. Tout simplement. Belle stratégie, Maître Ben. On a senti la préparation. Effectivement, c'est là Madiane qui se retrouve dans une position compliquée. Donc, je compatis, Maître Madiane, par rapport aux précédentes situations. Mais effectivement, répondre à la question de la défense par Michael Porter Jr., c'était assez osé. Et donc, je suis obligé de donner ce point à Ben. On n'a pas cité quand même, juste parce que j'y pense comme ça, dans les arrivées, il y a déjà Michael Green qui pourra peut-être aider dans la profondeur à l'aile à Denver, mais effectivement, quand même, Jeremy Grant était assez important dans cet effectif. Le point on n'a pas pour non moi... plus parlé.
Pardon ? Juste, on n'a pas non plus parlé de Gary Harris, mais pour moi, c'est une autre problématique en fait. Parce que c'est pas les mêmes, ils ne défendent pas sur les mêmes joueurs. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur Denver. Peut-être qu'on fera un podcast un peu plus tard dans la saison. En tout cas, on va continuer parce que on a beaucoup d'équipes. Il y en a 30 en tout. Et il faut qu'on enchaîne du côté de Détroit. Et cette fois, le président, eh bien, c'est toi, Ben. Ouais, je vais me reposer un peu. On part du côté de Détroit, du coup on arrive du côté des Pistons. Comme un peu à l'image de Cleveland, une équipe qui se reconstruit, on s'est donc demandé, est-ce qu'ils ont déjà les bases de leur reconstruction? Et Madiane, une nouvelle fois, tu es l'avocat de la défense. Oui, j'aime défendre les équipes NBA et du coup, je défends cette fois-ci un honorable client. Les Pistons. Pour moi, en fait, ils ont déjà un truc que les autres n'ont pas quand ils reconstruisent, c'est qu'ils partent pas vraiment tout à fait de zéro. Ils ont un joueur, parfois considéré top 5 NBA, qui effectivement a pas mal de soucis de santé, mais justement qui nous sort une saison sur deux. Blake Griffin. Il nous sort une saison sur deux, et ben cette année c'est sa saison. Et il va pouvoir jouer. Et il a eu le temps de se reposer, de se remettre bien. Et justement, le fait d'avoir un joueur un peu vétéran, qui a déjà gagné des matchs, qui est capable de cadrer un effectif, on ne se rend pas compte à quel point c'est valuable. Coller que des jeunes sur le terrain, c'est les Hawks de l'an dernier et ça gagne pas de match. Ça a beau être excitant, ça ne gagne pas de match. Là, ils ont déjà cette base. On a un Derrick Rose qui a un discours très positif sur le fait que Hayes est le futur de cette équipe, qu'il va le guider. Derrick Rose, qui est quand même un vétéran de cette ligue, qui est passé par beaucoup d'étapes, qui connaît bien le jeu, mine de rien. Et justement, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de cadrer cela. Ils ont un coach aussi capable de cadrer cette équipe. Donc pour moi, il y a déjà une base de vétérans de coach et un encadrement positif. Et en plus de ça, oui, ils draftent Hayes et ils vont lui donner, il va avoir des responsabilités. Il n'est pas sous pression. C'est pas grave s'il perd la balle. C'est pas grave s'il fait des erreurs. Le but, c'est d'apprendre et d'apprendre en plus aux côtés de vétérans. Pour moi, ils ont un environnement stable et sain. Et justement, c'est peut-être le meilleur endroit. C'est pas New York, c'est pas une autre équipe, c'est stable et sain. On n'attend rien d'eux. Vraiment, je pense qu'ils sont dans le meilleur endroit pour développer ça. Sekou nous a montré des flashs l'an dernier, mais des flashs quand même très très forts et on était obligé de l'admettre. Et il a les qualités physiques et athlétiques pour s'imposer dans le jeu. Et en plus, on voit que techniquement, il a un shoot, il a un début de shoot. Il a également, il doit améliorer son handle, mais je pense que justement, c'est un joueur qui a la base sur laquelle tu peux construire, et je pense qu'il est dans le bon endroit à Détroit pour qu'on lui fasse ça. Donc oui, pour moi, il y a déjà les bases pour jeter leur future construction. Eh ben non, selon vous, Adrien, il n'y a pas les bases. Pourquoi il n'y a pas les bases, du coup, Adrien? Avant de développer, j'aimerais dire que je ne répondrai pas sur l'argument d'Eric Rose puisque je ne peux rien dire contre d'Eric Rose, donc cet argument est mis de côté. Non, plus sérieusement, effectivement, je vais reprendre un petit peu dans l'ordre. On a commencé avec Blake Griffin et d'Eric Rose, donc les vétérans du côté de Détroit. Quand on parle de base de reconstruction, en général, on parle des jeunes joueurs autour desquels on va construire une franchise. Quand on arrive avec Blake Griffin et Derrick Rose sur un terrain, on ne met pas en avant, c'est la jurisprudence Charlotte Hornets dont on a parlé un peu plus tôt avec le cas Gordon Hayward, on ne va pas pouvoir mettre en avant tout de suite, donner les clés du camion à Killian Hayes. Blake Griffin a évolué au fil de sa carrière pour devenir un joueur capable avec la balle, qui a besoin de la balle et qui l'utilise très très bien. S'en priver serait totalement illogique par rapport à ce qu'il peut apporter et on le voit mal accepter un rôle de lieutenant d'un petit gamin venu de France. Ensuite, en ce qui concerne le cas de ce cher Sekou Doumbouya, effectivement, on a vu des jolis flashs. On a aussi vu des belles absences, ce qui fait qu'il n'a pas énormément joué. Et cet été, il a aussi lui aussi brillé un peu en dehors du terrain en cette fin de saison. Il a été remercié par ses agents. Alors, il est passé chez Wasserman depuis, qui est l'agence notamment de Derrick Rose, c'est à noter. Et pendant le confinement, on l'a vu sur Instagram à faire beaucoup de vidéos avec ses potes dehors, pas une balle de basket. Alors, je veux bien qu'on construise autour de Sekou Doumbouya, mais il y a des raisons de douter de son engagement basketballistique, même si il peut toujours prouver le contraire. Et ensuite, quand on veut construire autour de, comme vous l'avez cité, Maître Madiane, Killian Hayes, Sekou Doumbouya, ça veut dire qu'il faut que Sekou Doumbouya joue. Sekou Doumbouya, c'est quoi son profil? Actuellement, c'est une espèce de twinner, on ne sait pas trop quoi en faire. 3, 4, peut-être 5. On a vu Dwayne Casey parler de scrimmage où il jouait poste 5. Comment il va trouver des minutes? On parlait de Jeremy Grant juste avant à Denver. Jeremy Grant, il est où?
Il est à Détroit. Et Jeremy Grant, il joue exactement sur ce poste-là, avec ce profil-là. Comment Sekou va pouvoir tirer son épingle du jeu et progresser à cet endroit-là? Pour moi, Détroit a un problème de temporalité également, où il y a des jeunes joueurs à développer, mais c'est pas maintenant qu'on va les voir. Donc on verra ce qui se passe. Et je pense pas que ce soit eux la base dans leur tête, puisque pour l'instant, ils n'ont pas pris la décision d'effectivement tout donner à leurs jeunes joueurs qui sont Kylian Hayes et Sekou Doumbouya notamment. Maître Madiane, votre droit de réponse après cette offensive d'Adrien. Non, mais je salue l'offensive d'Adrien, mais justement, c'est bien ça la chose. C'est qu'ils ne sont pas autour d'un champ de ruines. Et développer des jeunes autour d'un champ de ruines où il n'y a rien, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de victoire, où tu passes ton temps à prendre des valises match après match, bah non, en fait, il y a des bases solides, il y a des joueurs qui connaissent le jeu, et il y a des joueurs qui vont pouvoir les tirer vers le haut. Si tu passes ton temps à t'entraîner avec Pipo et Bimbo, tu vas pas apprendre comment mieux jouer au basket. Par contre, si tu t'entraînes avec Derrick Rose et Blake Griffin, tu vas peut-être apprendre un peu plus des choses sur le jeu. Donc oui, effectivement, ils n'auront peut-être pas les clés du camion, mais si justement on va les laisser jouer, les laisser se développer, ils vont être dans un cocon, entourés par un bon coach, vraiment, là-dessus, je pense que c'est bien mieux d'entamer une reconstruction, non pas de zéro, mais avec des joueurs préexistants qui ont un certain niveau standard et d'exigence, et qui vont te dire, eh gros, faut t'entraîner, faut te lever. Quant aux stories Instagram, moi, je juge pas sur ça. Moi, je juge sur le terrain NBA. Moi, je pense que juger quelqu'un sur ce qu'il fait sur son temps de loisir, ça ne m'intéresse pas, en fait. Tu peux être Lou Will, si t'es bon, bah, t'es bon. Harden, il a son maillot retiré dans un strip club. Il est incroyable sur le terrain. Je répondrai simplement en une phrase, si vous me le permettez, monsieur le juge. C'est la question, c'était ont-ils les bases de la reconstruction? Qu'ils aient une reconstruction saine, je l'entends tout à fait. Vos arguments se tiennent, maître Madiane. Est-ce que les bases sont déjà posées? Je ne pense pas. Je pense que du côté de Détroit, on est encore en train d'évaluer comment on va pouvoir reconstruire et qu'on n'est pas du tout certain que les bases se nomment Kylian Hayes ou Sekou Doumbouya notamment. Et c'est pour ça que je vais donner le point à Adrien, même si cet écart de route sur les stories Instagram aurait pu vous coûter très cher. Non, je suis assez d'accord parce que quand je regarde cet effectif, c'est vrai que je me dis un peu comme Adrien, Derrick Rose et Blake Griffin sont en réalité les deux meilleurs joueurs. Le troisième, non, je recommence. Jeremy Grant et Blake Griffin sont les deux meilleurs joueurs. On peut mettre Derrick Rose après. Enfin bref, il y a trop de bons vétérans. Je suis d'accord qu'il faut les encadrer, mais là, on n'a même pas cité Plumlee. Enfin, il y a trop de vétérans en fait pour qu'en fait on se dise les bases. Pour moi, les bases d'une reconstruction, c'est quand tu as ta future superstar. Alors peut-être qu'on l'espère qu'un de nos deux Français le sera. Bien sûr. Mais pour l'instant, c'est difficile à projeter. Et il faudra plus de talent. Je vous remercie, monsieur le juge. Mais j'accepte. Je trouve que effectivement, il y avait quelques soucis. Même si j'ai essayé de mettre en avant que pour le développement de joueurs, ça va marcher. L'argument Atlanta est très bon. Par contre, j'ai pas l'impression non plus qu'ils ont leur superstar. Je suis d'accord. Je suis obligé de concéder sur ces questions. Effectivement, je salue aussi l'argument du champ de ruines. C'est vrai que souvent on glorifie la reconstruction en repartant de zéro et c'était pas forcément le meilleur choix. Mais on s'étale un peu. Il nous reste une équipe encore à voir aujourd'hui. Tout à fait. Et quelle équipe? Quelle équipe, surtout sur ces dernières années. Et beaucoup de questions autour de cette équipe. Et justement, la question du jour, elle va être posée par toi, Madiane. Oui, tout à fait. Et c'est une question à laquelle je n'aurais jamais voulu répondre. Clairement, je me suis prépositionné en tant que président. Et là, j'arrive vierge. Vraiment, vous pouvez me convaincre. Je n'arrive pas en fait à savoir. Donc, j'ai vraiment cette question en tête. Un Curry de retour de blessure avec Draymond Green et Kelly Oubre peut-il ramener Golden State en playoff malgré la terrible blessure de Klay Thompson? Avocat de la défense, Adrien, ce cas est très compliqué. Il faut me convaincre. Je crois, votre honneur, une nouvelle fois que le juge Madiane, mes notes ne sont pas bonnes. Exactement, j'inverse dans mes notes. Il y a eu beaucoup d'affaires à régler, c'est pour ça, c'est compliqué. Tout à fait, je m'en mêle dans mes dossiers. Oui, ils peuvent le faire. Oui, ils peuvent le faire. Et je ne dis pas ils vont le faire. C'est là toute la nuance de cette question. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Bah oui, ils peuvent le faire en réalité. Pourquoi? Tout simplement parce que je regarde l'Ouest. Alors certes, l'Ouest, oui, en haut, ils sont pas au niveau des Lakers, ils sont pas au niveau des Clippers, ils sont même pas au niveau des Nuggets, du Jazz, de Portland, Houston, point d'interrogation. Mais après, ils sont meilleurs que OKC, ils sont meilleurs que Memphis, ils sont meilleurs que Sacramento.
il commence à avoir débat quand on commence à rentrer sur. Pour moi, ils sont meilleurs que les Pélicans. J'expliquerai pourquoi après. Et est-ce que j'ai oublié personne? Et Minnesota, parce que eux sont capables de jouer un petit peu de défense. J'ai donné 5 équipes. Le play-in se joue à 10. Hein. Donc ensuite, si on parie sur un play-in où on amène une équipe avec un Steve Kerr, un Stephen Curry et un Draymond Green, moi, je peux y croire en cette équipe. Alors, pour donner des arguments un peu plus concrets, oui, Stephen Curry va devoir sortir une saison incroyable. Mais est-ce qu'il peut le faire? Oui, j'y crois. Steve Kerr a déjà annoncé qu'il jouera 34 minutes cette saison, ce qui est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 5 ans, pratiquement, de Stephen Curry, et on va lui en demander beaucoup. Après, on reste quand même sur une équipe qui a des belles bases. Il y a eu très peu de matière pour ça, mais la saison dernière, quand Draymond Green joue pivot, c'est une défense top 10 NBA. Alors certes, l'échantillon est très petit, mais il y a encore cette possibilité d'éclater certaines équipes sur de l'attaque. Kelly Oubre, merci, parce que sans sa venue, j'aurais jamais pu défendre ce point de vue, mais ça fait du renfort à l'aile, ça fait un shooter. Andrew Wiggins, alors certes, Andrew Wiggins est toujours critiqué pour son contrat, mais on pourra au moins lui demander d'écarter les défenses. Il y aura des problèmes au niveau de la profondeur, oui, il y aura des problèmes au niveau de... Pas un problème, mais il y aura l'adaptation de Wiseman. J'entends tout bien ça, mais on ne leur demande pas d'aller gagner le titre, on leur demande d'aller jouer les playoffs. Et les playoffs, ça se joue dès 10 cette année. Donc oui, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire parce que Stephen Curry reste un des 15 meilleurs joueurs de la Ligue. Donc je vois, cette question est offensante. Offensante, votre honneur. Je vous sens impliqué, maître. Mais j'ai quelqu'un d'autre qui a peut-être des arguments à vous faire valoir, Adrien, c'est à vous. Effectivement, j'ai entendu les équipes citées par Maître Ben comme inférieures à Golden State. Je lui concède que dans le cadre d'une série de playoffs, il est probable que je mette mon argent sur les Warriors. Ici, on parle de la longueur d'une saison. D'une saison avec un Stephen Curry qui revient de blessure, avec une temporalité qui va être particulière cette année, évidemment, où il va falloir donc gagner plus de matchs que des équipes comme Memphis, comme New Orleans. Et je pense que sur l'ensemble de la saison, ça va être très compliqué. Alors effectivement, heureusement que Kelly Oubre est là. Merci Kelly Oubre, parce que le reste de l'effectif, ça va être très compliqué. On parlait d'écarter le jeu. Golden State, qui est un jeu qui a toujours été basé sur du mouvement et des shooters. Si le spécialiste du shoot, c'est Kelly Oubre Jr., autour, on a quand même Draymond Green. Andrew Wiggins n'est pas un spécialiste. Et puis le banc, c'est quoi le banc? C'est Brad Wanamaker, Damian Lee, Ken Bazemore. Alors Ken Bazemore peut mettre des shoots, certes. Eric Pascal, qui a quand même été prometteur, je le concède, mais qui est quand même très très jeune. Et Marquise Chris. Enfin, voilà, je cite un 5. Après, il y a d'autres joueurs, il y a des Jordan Poole dans l'effectif, etc. Mais pas forcément les profils de joueurs qu'on avait l'habitude de voir développés par Steve Kerr dans son offense autour d'un Stephen Curry. Et donc, effectivement, on va demander énormément à Stephen Curry. Si Stephen Curry est au niveau de 2016, évidemment, ils vont en playoff. Le problème, c'est que pour que ce soit le cas, il y a beaucoup de questions autour de ça, tout simplement. Il revient de blessure, Steph Curry, et toute la pression sera sur lui, et ce sera très compliqué, je pense, avec ce rythme de saison. Alors, effectivement, peut-être arracher les play-ins à l'arracher, mais c'est vraiment pas gagné du côté de Golden State. Et puis, on parlait de cette défense et de cette draft de James Wiseman, qui va donc probablement prendre des minutes du poste de pivot. Et ça ne va pas nous aider non plus à écarter avec Draymond Green, qui joue des minutes au poste 4. Ben, avez-vous quelque chose à répondre? Oui, si je peux me permettre de répondre, Stephen Curry reste un shooter tellement incroyable qu'il crée des espaces automatiques pour les joueurs autour de lui. C'est-à-dire que Kelly Oubre, qui sort quand même d'une saison avec un Devin Booker incroyable, va connaître des écarts de jeu qu'il n'aura jamais connus. Pareil pour Andrew Wiggins, qui jouait avec lui aussi un exceptionnel joueur qui est Karl Anthony Towns, mais là, on sait que les défenses NBA se contractent quand elles voient Stephen Curry. C'est avec le retour un peu de la momie pour eux, et quand ils vont voir arriver Stephen Curry, on va voir des adaptations. Alors, je dis pas que ça va être une saison facile pour les Warriors, ça va être une saison difficile, mais ça va être une saison de la reconquête, je pense, pour cette équipe. Et par rapport à James Wiseman, bien sûr, mais encore une fois, on parle de Steve Kerr. Si on fait des affrontements coach par coach sur le bas de cette conférence Ouest, il écrase beaucoup de coachs qui seront face à lui. Donc, restons quand même sérieux 2 minutes. Ça ne sera pas une équipe qui va viser le top 5 de la conférence, mais ils ont tous les arguments pour être une équipe très forte. Seul problème que j'ai avec cette équipe, c'est son début de saison. Pour moi, c'est un mal pour un bien. Ils ont un début de saison difficile. Ça va leur permettre un peu de se mettre en jambes, de trouver les automatismes, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent. Et puis, c'est une équipe qui peut accrocher le play-in. Et ensuite, tu m'as fait la passe décisive, Adrien, sur un play-in.
Si c'est Pelicans contre Warriors, je suis pas sûr que je parie Pelicans. Adrien, avez-vous quelque chose à répondre à Hein, Maître Ben? J'accepte cette réponse et puis soyons honnêtes, même si c'est l'exercice du jour, comme c'est le dernier d'aujourd'hui, moi aussi j'ai envie d'y croire un peu à Golden State, donc je salue les arguments de Maître Ben qui a été très bon dans cet exercice. Et justement, c'est pour ça que Maître Ben prend le point, c'est qu'il a pris l'angle du play-in qui est excellent, Oui. parce que évidemment, dans un play-in, le meilleur joueur sur le terrain, il est du côté des Warriors, très certainement. Et du coup, à partir de là, c'est vrai que c'est tout à fait possible d'envisager une qualification. Effectivement. Et ben voilà. C'est donc avec ces Warriors qu'on va conclure notre première partie des previews, messieurs, qui ont duré un certain temps. Hein. Ceux qui auront fait les comptes auront donc noté qu'on s'arrête après 10 franchises aujourd'hui. Ça nous en laisse encore 20 après une simple soustraction pour les prochains jours. Donc vous connaissez le rendez-vous pour les prochaines semaines. Comme d'habitude, ce sera sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube en vidéo avec nos petites têtes. Entre-temps, on va toujours se faire un plaisir d'échanger avec vous autour de cette saison à venir sur notre compte Twitter Dunkebdo, tout simplement. Donc on se donne très très vite rendez-vous pour la suite des previews en vous souhaitant à tous une très bonne semaine. Merci de nous avoir écoutés et merci à vous, messieurs. Merci. Salut. Salut.